Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bilan des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Là, on vient de faire un peu plus de la mi-saison. Donc ça me paraît le moment assez propice pour faire ce classement-là. Parce que en temps, on pourra suivre également l'évolution des joueurs. Ce sera un comparatif pour que, au cas où je refais ce concept-là en fin de saison, eh bien, on verra peut-être les joueurs qui sont restés constants, qui ont gardé leur place dans ce classement-là, les joueurs qui sont rentrés dans ce top 5 ou alors les joueurs qui en sont sortis tout simplement. Donc ça me paraît le moment idéal pour faire tout ça parce que on a déjà assez de matière pour évaluer les joueurs. Et dans ce classement-là, peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi par rapport à une place que un tel ou un tel autre joueur occupe. Donc ce sera à vous de me le dire dans les commentaires tout simplement. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors on va commencer tout de suite avec ce top 5 là, on va pas perdre plus de temps. Le cinquième meilleur joueur du Barça pour moi cette saison là, c'est tout simplement monsieur Jules Koundé. Alors pour moi, Jules Koundé c'est le meilleur latéral droit au monde et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes depuis l'année passée, pas que cette année, parce que l'année passée par exemple c'est le joueur qui a joué le plus de matchs, toutes compétitions confondues. Quand on prend tous les championnats réunis, c'est lui qui a joué le plus de matchs. Il a joué 70 matchs l'année passée. Ça veut dire que entre la fin de saison avec Xavi, entre l'Euro avec Didier Deschamps et également le début de saison avec Hansi Flick, ça a été le joueur le plus utilisé sur terre l'année passée. Et c'est une stat quand même qui révèle que le joueur est assez important pour toutes les équipes dans lesquelles il joue. Et cette saison également, il fait partie des rares joueurs du Barça à avoir joué tous les matchs en tant que soit titulaire ou remplaçant. Et dans cette configuration-là, il n'y a que deux joueurs qui sont comme ça, Rafinha et Pedri. Lamine Yamal aurait pu être dedans s'il n'avait pas été autant blessé. Mais ça prouve quand même que c'est un joueur qui est indéboulonnable à son poste, encore que on n'a pas une doublure à la hauteur de ce qu'il peut faire en fait. Donc c'est un joueur ultra important. Défensivement, c'est un monstre. Physiquement et athlétiquement, c'est très dur de le passer. D'ailleurs, il a un très beau tableau de chasse. En tant que latéral droit, il s'est facile pas mal d'ailier. Et il a à un moment donné réussi quand même à les tenir hors de portée de nuit. Que ce soit Kvaratskhelia, Doku, Vinicius, Mbappé aussi. Et ce n'est pas tout en fait, parce que si ça ne tenait qu'à l'aspect défensif, physique et tout, peut-être qu'il ne serait pas dans ce classement, mais offensivement aussi, il a beaucoup progressé par rapport à ses débuts. Ça montre aussi que c'est un joueur qui a de la détermination, qui travaille beaucoup, parce que contrairement à ses débuts, il envoyait des centres approximatifs et tout, et c'était normal parce que c'était pas son poste. Là, il a beaucoup travaillé, il fait la paix avec Lamine Yamal, avec qui il fait un duo exceptionnel sur le côté droit du Barça. Il fait beaucoup plus d'appels tranchants pour se retrouver dans la surface. Il est beaucoup plus incisif dans ce qu'il fait et du coup forcément ça lui donne des matchs où il est très décisif. Cette saison en Ligue des Champions, il fait 3 passes D contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était une performance monumentale pour lui. Et récemment en Coupe du Roi, il a failli marquer un doublé. Son deuxième but a été refusé pour une position de pied qui est quand même assez ridicule. Mais sinon, il aurait pu marquer un doublé contre le Betis Séville. Et cette saison, toute compétition confondue, Jules Koundé, c'est 3 buts et 7 passes décisives. Ça veut dire que c'est 10 goals assists pour un joueur à caractère défensif en fait. Donc c'est pas un joueur où tu te dis offensivement il est là, parce que quand on voit cette stat là, on peut se dire offensivement il est là, il fait des passes, il marque des buts, mais défensivement qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça la beauté avec Jules Koundé, c'est que offensivement il est très fort, défensivement aussi il assure en fait. Donc ce serait lunaire pour moi de ne pas le mettre dans ce top 5 là, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs de cet effectif là. Alors on passe maintenant à la 4e place de ce top 5 des meilleurs joueurs du Barça. Moi je la dédie tout simplement à monsieur Pau Kubasi, parce que c'est un joueur qui est moins mis en lumière à cause de son poste de défenseur, contrairement à un Lamine Yamal. Mais pour moi, c'est un crack ultime à la même hauteur que Lamine Yamal. Il devrait être autant adulé que Lamine Yamal en fait. Parce que quand tu es défenseur, c'est beaucoup plus difficile pour toi, surtout au Barça. En tant qu'ailier, en tant que milieu de terrain, quand tu vas te rater et tout, tu as quand même la ligne de derrière pour te protéger. Mais en tant que défenseur, à 18 ans, s'imposer dans ce Barça-là, franchement, c'est très fort en fait. Parce que chaque erreur pourrait être fatale pour le Barça. Et en tant que défenseur du Barça également, il a eu à affronter de très grands attaquants. D'ailleurs, c'est pas ça, il a commencé sa carrière parce que le jour où Xavi l'a lancé, c'était un quart de finale de Ligue des Champions, retour à domicile, où il devait se farcir Osimhen. Et conclusion, il finit MVP de ce match-là, tout simplement. Donc là, il s'impose dans la cour des grands. Et aussi, depuis le début de saison, il s'intègre parfaitement dans le nouveau système défensif du Barça.
parce qu'avec le piège du hors-jeu, ça aurait pu être un peu compliqué pour lui, mais tu sens que très vite, il intègre le concept, il fait toujours ses petits pas d'ajustement là pour bien se positionner, pour mettre l'attaquant en jeu. Il a du fils dans son jeu, donc des fois tu le vois jouer, tu te dis mais c'est un joueur qui a un fils d'un défenseur de 30 ans passé en fait. Et tu le vois jouer, même tu te demandes mais où est-ce qu'il a appris ça? Franchement, je ne sais pas si c'était à la Masia, il a appris ça ou si c'est dans son sang, mais moi, ça m'étonne en fait quand même de voir un défenseur aussi jeune et aussi mature en fait. Parce que quand tu es jeune et que tu es positionné en charnière centrale, des fois tu fais des petites fautes qui coûtent très très cher. Mais lui, pas du tout. Cette saison aussi, il a fait un grand match contre Serhou Guirassy. Quand on a affronté Dortmund, à un moment donné, il crée un penalty qui est un peu stupide. Mais c'est le genre de confrontation qui va l'apprendre à progresser tout simplement. En plus de ses capacités purement défensives, c'est également un joueur qui a une qualité de relance extraordinaire. C'est un joueur qui a le jeu du Barça. C'est un joueur qui, sur une passe, peut trouver un joueur dangereux entre les lignes en fait. Donc il a une vision de jeu, une qualité de passe qui va avec. Et il se permet même des fois de donner des passes T à ses coéquipiers. Lors de la victoire 7-0 en début de saison contre Valladolid, c'est lui qui fait une passe comme ça, lobé pour Rafinha pour le retrouver en une touche. Et hier également, enfin, parce que je suis au lendemain de la victoire contre Valence, hier il fait une très très bonne passe pour Fermin Lopez pour le retrouver juste devant la surface. Donc franchement, sa qualité de passe est aussi sous-cotée. Je pense qu'elle est extraordinaire et comme je le dis et je le maintiens, il est un meilleur passeur que beaucoup de milieux de terrain dans le monde en fait. Et on pourrait même inclure Inigo avec lui dans ce classement à cette 4e place là parce qu'il fait la paix avec lui. C'est lui qui l'épaule, c'est lui qui le guide et forcément tu sens qu'avec un joueur comme ça qui se comprend très bien, ça marche encore plus parce qu'une charnière c'est censé marcher à deux. Si vous n'êtes pas complémentaire, ça devient très 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 difficile. La preuve, bon, pas pour incriminer Araujo, mais depuis le retour de Araujo, c'est un peu difficile. Peut-être ça va prendre du temps avant de matcher et tout. Mais en tout cas, Koubarsi, franchement, il est en train de faire une très très grande saison. Et je tenais à travers cette vidéo-là à lui rendre tout simplement l'hommage qu'il n'a pas souvent en fait. On passe maintenant au 3e meilleur joueur de la saison du Barça. C'est tout simplement monsieur Lamine Yamal. Alors lui, on ne va pas développer autant parce que Lamine Yamal, on le connaît déjà. On sait déjà de quoi il est capable. Mais il fait une grande saison à l'image de son Euro. Il est devenu beaucoup plus décisif. Il est beaucoup plus mature parce que moi, en fait, ce qui me choque le plus avec Lamine Yamal, c'est pas... Bon, c'est vrai que son talent est extraordinaire et tout ça, mais ce qui me choque le plus avec lui, c'est que c'est la maturité, le recul qu'il a pour un jeune de 17 ans à ne pas souvent polluer le jeu avec des dribbles qui ne servent à rien. C'est cette capacité-là qu'il a à toujours viser le sens du jeu, à aller dans le sens du jeu, quitte à ne pas faire trop de gris en fait. Parce que quand tu es aussi jeune que ça et que tu as un talent aussi grand, des fois tu te dis, bon, je vais faire plus et tout, mais non, il ne va pas dans les extrêmes, il va toujours dans le sens du jeu. Et cette saison, ce qui est marquant, c'est qu'à chaque fois qu'il n'était pas là, ça a été quand même difficile pour le Barça. Et c'est là qu'on ne reconnaissait plus le Barça. Le Barça a perdu énormément de points en son absence cette saison. Et tout simplement, c'est une relation de cause à effet. On voit que c'est grâce à ça qu'il est important dans cet effectif-là. Et en plus de ça, c'est un joueur également qui a fait de très grands matchs face aux plus gros adversaires. Contre le Bayern, il fait un grand match. Le Classico, allez, il est buteur. En finale de Super Coupe d'Espagne, le Classico, il est également buteur également sur un très très beau but après une déviation de Lewandowski. Et franchement, c'est un joueur qui commence à s'améliorer également à la finition. Et en plus de ça, il bonifie aussi la plupart de ses coéquipiers parce qu'on l'a dit, quand il était absent en Liga, c'était d'office beaucoup plus compliqué pour Jules Koundé qui était moins inspiré, qui avait un partenaire sur qui il ne pouvait pas autant compter que Lamine Yamal. Donc c'est un joueur qui bonifie également ses coéquipiers et c'est à ça qu'on reconnaît également les grands joueurs, cette capacité-là à bonifier leurs coéquipiers, à les rendre meilleurs parce que ça ne sert à rien d'être meilleur joueur si finalement tes coéquipiers, tu ne les rends pas meilleurs aussi. Donc franchement, il amène tout le monde dans son sillage et je pense que Lamine Yamal mérite amplement cette 3e place-là dans ce classement. Alors on va passer maintenant à la 2e place qui risque de faire polémique. Je mettrai Rafinha. Alors oui, je sais que ça va parler, je sais que beaucoup de personnes le mettraient premier à cause de son caractère décisif et tout. Je vous comprends et si vous le mettez premier, en vrai ça ne me dérange pas, mais vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas mis premier et qui j'ai mis premier finalement. Mais pour détailler sur Rafinha, aujourd'hui, je pense qu'il est dans la discussion du meilleur joueur du monde avec Mo Salah. Alors, rien que cette phrase-là déjà, quand on voit ce qu'il a vécu la saison passée et tout, c'était impensable à ce moment donné. Et aujourd'hui, il fait partie aussi des joueurs les plus utilisés par Hansi Flick cette saison avec Pedri
Et Koundé, au Barça actuellement, c'est le joueur le plus décisif à l'heure actuelle, 25 buts, 11 passes D. Et je le précise, je suis au lendemain de la victoire contre Valence en Liga. Donc, en temps si la vidéo ne sort pas et qu'il starte un peu plus, vous comprendrez que c'était les données du moment que j'avais utilisé. Et le truc avec Rafinha, c'est qu'il a été décisif dans toutes les grandes confrontations avec le Barça cette saison. Le Bayern Munich, pas de problème. Triplé, Classico aller, pas de problème. Buteur avec un look subtil. Dortmund en Ligue des Champions, buteur également. Finale de Supercoupe contre le Real Madrid, doublé. Benfica, match difficile, le Barça est mené, doublé également. Donc en Europe, actuellement, je pense que personne ne fait mieux que lui dans les grands rendez-vous. En termes de présence dans les grands rendez-vous, je ne pense pas que quelqu'un fasse mieux que Rafinha. Et en plus de tout ça, c'est un capitaine, c'est un leader naturel de cette équipe-là. Il tire tous ses coéquipiers vers le haut. Mais vous comprendrez pourquoi je ne l'ai pas mis premier. Mais en tout cas, si quelqu'un le met premier et tout, je comprendrai largement. Parce qu'aujourd'hui, s'il continue comme ça et que le Barça arrive à gratter peut-être une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions en fonction des autres adversaires, je pense que c'est un joueur qui peut avoir le ballon d'or. Mais bon, cette affaire, je préfère en rester loin. Il va falloir voir là où le Barça arrive pour en parler finalement. Donc, on passe maintenant au premier joueur de ce top 5 là. Le meilleur joueur du Barça pour moi à l'heure actuelle, c'est tout simplement Monsieur Pedri. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis Rafinha premier, parce que pour moi, Pedri, c'est le meilleur joueur de ce Barça-là. Certes, ce n'est pas le joueur qui a le plus de statistiques, le plus de buts, de passes D et tout. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime parler de stats, de buts, de passes D, vous n'êtes pas les bienvenus pour parler de Pedri, tout simplement parce que Pedri, c'est le véritable chef d'orchestre de l'ombre du Barça. Ce n'est pas un joueur que tu vas voir le plus, à part quand sa qualité balle au pied fait la différence et qu'il éblouit, mais c'est un joueur qui est vraiment dans l'ombre, qui dicte le tempo de l'équipe. Il revient d'une longue série de blessures, donc physiquement c'était quand même compliqué pour lui. Et là, il est devenu très confiant en son corps, très constant également dans ses matchs. Il fait partie des titulaires incontestables de cette équipe-là aujourd'hui. Avec lui, il n'y a que Rafinha et Koundé, Lamine Yamal qui sont titulaires indiscutables. Sinon, tout le reste, ça peut tourner. Donc, il fait partie des joueurs incontestés de cet effectif-là de Hansi Flick, qui est quand même assez compétitif. C'est lui qui dit le tempo, quand il faut accélérer, quand il faut mettre un peu plus le pied sur le ballon, faire tourner et tout. Et j'ai envie de dire même que c'est devenu un coach miniature de cette équipe-là. C'est lui qui dit aux gars, avancez tel moment, temporiser à tel moment et tout. Donc franchement, il a un rôle quand même assez sous-coté dans cet effectif-là. Et dans les sorties de balles, il est tout simplement impressable. Ça me rappelle un peu Sergio Busquets. Ça ne veut pas dire que c'est le même joueur, mais ça me rappelle un peu Sergio Busquets. Ce qu'il créait, ce qu'il ses adversaires, c'était cet agacement-là. Chaque fois, tu allais le presser, mais chaque fois, il te tuait. Chaque fois, il sortait le ballon. Ce qui fait que après, tu es démotivé en fait. Chaque fois qu'il a le ballon, tu te dis, mais à quoi bon aller le presser, parce que tu sais que tu n'auras pas forcément le ballon. Donc franchement, Pedri, la saison qu'il est en train de faire, je pense que c'est la meilleure saison de sa carrière, même si en termes de chiffres, c'est pas trop ça. Et même en parlant de chiffres, justement, il aurait pu être à beaucoup plus de passes T que ça, parce que je suis allé chercher un peu le nombre de passes T attendu qu'il a cette saison, c'est 4,4. Et même, je pense que les chiffres ne prennent pas forcément peut-être en considération la réalité de l'occasion, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus de passes que ça si ses coéquipiers avaient converti toutes les galettes qu'il avait offertes. C'est également un joueur qui a un gros volume de jeu, parce que Pedri, des fois, j'ai l'impression que son aisance balle au pied lui nuit un peu, parce qu'on le résume qu'à ça. Mais c'est également un joueur qui, sans ballon, est très très important. Gros volume de jeu pour aller aider au pressing, grosse agilité dans le compte pressing pour récupérer beaucoup de ballons, parce qu'il en récupère énormément également. C'est pas seulement un joueur de ballon, Pedri, c'est aussi un joueur qui, sans ballon, peut beaucoup t'aider, peut faire les efforts et tout. Donc c'est un joueur qui va falloir protéger, il va falloir qu'il soit à l'abri des blessures et tout. Et quand on voit cette saison, ces matchs contre Brest, contre l'Atlético, ça c'est les deux exemples les plus marquants qui me viennent en tête. Mais la plupart de ces matchs cette saison, c'est tout simplement du 10 sur 10 en fait. Même contre Benfica la dernière fois, c'est le meilleur joueur de l'équipe en fait. Donc tout le temps cette saison où les autres n'ont pas été au niveau et tout, Pedri, il sort quand même son épingle du jeu. Il prend masterclass sur masterclass. J'espère que lui aussi va continuer comme ça pour le reste de la saison. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce top 5 là aujourd'hui. En fin de saison, on refera cette vidéo pour voir, comme je l'ai dit, en temps ce qui a changé dans ce classement là et tout. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, même si je sais que beaucoup vont parler de Rafinha qui n'a pas été premier. Et comme je l'ai dit, je comprendrai si vous le mettez premier et tout. Donc je lirai tous vos commentaires, tous vos retours par rapport à tout ça. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite.